Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne J-6 avant le deuxième tour des élections municipales. Vous le savez, dimanche prochain, vous aurez à choisir votre maire pour les 6 prochaines années. Alors cette semaine, nous poursuivons notre série de débats sur l'entre-deux tours. Aujourd'hui, cap vers la Côte d'Émeraude, cap vers la cité corsaire. Vous l'aurez compris, notre émission est consacrée aujourd'hui à Saint-Malo. Et Saint-Malo qui a qualifié au soir du premier tour deux candidats que je vous présente tout de suite. Anne Le Gagne, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère départementale et conseillère municipale sortante. Vous conduisez la liste Saint-Malo au cœur des possibles et vous êtes classée par la préfecture Diversante. En face de vous, Gilles Lurton, bonjour. Bonjour. Vous êtes encore pour l'instant député LR de Saint-Malo. Oui. Vous êtes le chef de file de la liste Saint-Malo, notre lien, et vous êtes classé par la préfecture Divers-Droite. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation avant de détailler votre projet, vos ambitions pour Saint-Malo. On va faire une rapide présentation de la cité corsaire. Faut-il encore la présenter, vous me direz. Et un petit flashback, bien sûr, aussi sur les résultats du premier tour. C'était il y a 3 mois. Et on a besoin de se rafraîchir la mémoire. Et on voit tout cela avec Antonin Billet. Saint-Malo, c'est un peu la Venise bretonne. La cité corsaire est spectaculaire, attire les regards et les touristes. Son économie en est devenue dépendante. Un tiers des emplois malouins sont liés au commerce, à l'hôtellerie-restauration et au secteur du tourisme. La ville est au cœur de l'attention médiatique avec de grands événements populaires comme la Route du Rhum ou le festival Étonnant Voyageurs. Le revers de la médaille, une qualité de vie dégradée. Problèmes de circulation, de stationnement, de logement avec trop d'appartements réservés à la location saisonnière. Saint-Malo brille à l'extérieur mais a du bleu à l'âme. Depuis les années 2000, la population baisse, un peu plus de 46 000 habitants au dernier recensement. Au premier tour, Gilles Lurton a fait le ménage. Le candidat Divers-Droite arrive très largement en tête devant Anne Le Gagne, la candidate centriste. Les 5 autres candidats ne se sont pas qualifiés pour le second tour. À noter le score médiocre de Jean Coudray qui sonne comme un désaveu de la majorité sortante et l'effondrement du Rassemblement national sous les 5%. Ce 28 juin sera donc un duel entre Gilles Lurton et Anne Le Gagne pour le fauteuil de maire. Alors un duel, mais un écart de points énorme entre vous deux, puisqu'il y a 34 points. Anne Le Gagne, j'ai envie de vous poser la question tout simplement, est-ce que le match est plié ? Je ne serais pas devant vous si je pensais que le match était plié. Il y avait un taux d'abstention avoisinant les 60%, 56%. Donc il y a une réserve de voix très importante encore. Il y a 5 000 votants qui peuvent s'exprimer. Donc la clé, elle est dans la mobilisation et dans le fait d'aller voter. Et moi, je crois à l'esprit corsaire. J'ai pu le dire dans la presse, mais je crois effectivement que Surcouf a pu renverser le Kent avec la confiance, ou que que Mike Burch a pu battre Malinowski à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Donc tant que la bouée n'est pas passée, le match n'est pas terminé et nous sommes déterminés. Vous êtes dans le même état d'esprit, Gilles Lurton ? Tout à fait, je l'ai dit dès le début, pour moi une élection n'est gagnée que quand elle est gagnée. Il faut encore mobiliser votre électorat, là. Il faut mobiliser. Qui aura peut-être tendance à se dire, le match est joué, on n'y va pas. Non, je pense qu'il ne va pas se dire ça. L'électorat qui me fait confiance, et plus parce qu'effectivement, il y a eu quand même beaucoup d'abstention au premier tour, et nous avons encore à convaincre jusqu'à vendredi soir. J'ai dit au début de cette campagne que je recommençais comme si c'était une campagne de premier tour. Je n'ai pas changé la vitesse de campagne, j'ai toujours tenté d'améliorer, et j'ai une équipe dont je suis aussi très fier, qui est extrêmement mobilisée sur le terrain. Nous faisons tout pour remporter ce scrutin dimanche prochain. Mais il y a eu un premier tour, et notamment le ralliement personnel de Christine Bourcard, la candidate de la gauche écologiste, Anne Le Gagne, qui appelle à voter pour vous. Alors pas ses colistiers, pas les partis qui les soutenaient. Est-ce que vous êtes en quelque sorte le porte-étendard on va dire du tout, sauf Gilles Lurton à Saint-Malo? Certainement pas. Je ne pense pas que ce soit une façon de porter la politique, ou une façon de porter un projet pour la cité. Un tout sauf quelqu'un n'a jamais rien amené. Dans tous les cas, nous avons effectivement un projet, et ce projet, il est très irrigué par le développement durable et l'écologie. Il est très dense sur ce sujet-là. Il a été co-construit avec les associations, avec les Malouins, en lien avec Joanne Lecomte, qui sera le monsieur adjoint développement durable et écologie. Et je pense que c'est vu la densité et la créativité de ce projet-là que Christine Bourcard est venue nous rejoindre. Pour terminer là-dessus, Gilles Lurton, vous posez contre le candidat
voilà, qui n'est pas l'héritier de la majorité sortante? Vous êtes contre cette majorité sortante? Je ne suis pas contre la majorité sortante. J'ai voté la plupart des délibérations de la majorité sortante. Je pense simplement qu'il y a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle politique dans laquelle la population devrait être pleinement impliquée. Vous savez, j'ai été surpris, moi, du résultat du premier tour. 47%, on me donnait 28, 30, 35% au grand maximum chez les plus optimistes. Je sens qu'il y a une adhésion sur le programme que nous avons présenté et qui a été construit sur la base d'une consultation avec la population. Nous avons commencé au mois d'octobre 2019 par interroger la population et nous avons senti combien elle avait besoin de recréer ce lien avec les élus. Vous sentez les électeurs mobilisés là, pour moi je sens les électeurs beaucoup plus mobilisés sur ce second tour que sur le premier. C'est une élection sur un tour pour choisir son maire. C'est comme ça que je le traduis. 3 mois se sont passés. De la même façon, moi j'ai une équipe de gens expérimentés, issus de la société civile, qui sont très dynamiques, qui labourent le terrain du matin au soir. Et on sent qu'il y a une vraie énergie, un vrai souffle, et qu'il y a une adhésion des Malouins à quelque chose qu'ils n'avaient pas bien compris sur le premier tour. Alors on va voir si vos programmes, vos projets sont si différents que cela. On va bien sûr parler de l'impact de la crise sanitaire, qui a déjà des répercussions tant sur le plan économique, social ou environnemental. Je voudrais avoir votre avis et votre positionnement sur 2 mesures concrètes appliquées il y a quelques semaines. C'est vrai que tous les maires en France n'ont pas partagé la même vision du principe de précaution, on va dire. Par exemple, auriez-vous, comme Claude Renoux, demandé le port obligatoire du masque intramuros il y a quelques semaines? Je pense que ça s'est avéré nécessaire à l'issue d'un grand week-end. Le maire de Saint-Malo, l'actuel maire, a constaté qu'il y avait eu beaucoup d'affluence dans l'intramuros et que les gens n'avaient pas forcément pris beaucoup de précautions. C'est sur cette base-là que la semaine qui a suivi, il a pris la décision d'imposer le masque et je pense que c'était une bonne décision. Anne Le Gagne, vous êtes médecin. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Alors justement, le principe de précaution, vous le mettez très très haut là aussi? Tout à fait, oui. Moi je suis médecin. Je suis médecin gériatre. Je suis retournée travailler à l'hôpital pendant la crise Covid. On a eu le retour d'expérience du Grand Est. Et force est de constater qu'effectivement, il fallait être dans la précaution. Et l'usage du masque intramuros au regard de la fréquentation qui était très dense me paraît très justifié. Allez, on va se projeter un peu dans les premières semaines, les premiers mois de votre mandat, si vous êtes élu. C'est une période compliquée qui s'annonce pour tous les maires bretons. Ils vont devoir agir vite. Justement, quelles seraient vos premières décisions, vos premiers chantiers prioritaires? Gilles Lurton, un état des lieux, je crois, de la situation à Saint-Malo. Vous voulez rassembler un peu tout le monde pour sonder un peu, notamment le personnel municipal. Tout à fait. Je pense que le personnel municipal a besoin d'être remobilisé, a besoin qu'on lui porte de la considération. Et j'ai toujours dit, mais depuis le début, avant la crise... C'était pas le cas? Si, mais peut-être d'une autre façon. J'ai toujours dit avant la crise que dès le début de mon mandat, j'irai rencontrer l'ensemble des personnels municipaux dans les services. J'ai une préoccupation aussi immédiate pour la rentrée scolaire, pour laquelle des conditions devront nous être fixées par le gouvernement. Il nous faut préparer cette rentrée. Et puis nous sommes dans une ville touristique qui a beaucoup souffert du confinement, qui a beaucoup souffert de la crise économique. Et nous avons un gros travail à faire en faveur des entreprises. Anne Le Gagne, pareil, vous réunissez tout le monde, un état des lieux, un diagnostic rapide, mais pour faire quoi? Alors c'est un plan, pour faire un plan d'urgence de gestion des plans d'urgence post-Covid, gestion des risques a priori et a posteriori, à la fois sur l'économie, la mise en place d'une agence de développement et d'innovation nous paraît indispensable, sur le développement durable, prendre vraiment le virage de la relance verte, en particulier sur l'hydrogène sur Saint-Malo, et puis un deuxième pan qui est sur les solidarités et la jeunesse. Bon nombre de jeunes se sont inscrits au RSA jeunes et bon nombre d'enfants sont en décrochage scolaire dans une ville qui était déjà sur ce sujet-là. Donc ça, c'est nos deux piliers. Nos deux piliers, c'est l'économie, l'écologie, les solidarités et la jeunesse. Alors l'urgence, c'est aussi cette saison touristique qui arrive, cette saison estivale, vous l'avez dit, Gilles Lurton, notamment pour les commerçants. Qu'est-ce qu'on fait? Aide directe non remboursable, comme ce qui est proposé par exemple à Lorient. Voilà, un plan Marshall, exonération de droit de terrasse. Qu'est-ce que vous... Alors, pour les commerçants, la mairie de Saint-Malo. Pour les commerçants, il y a déjà un grand nombre de mesures qui ont été prises par la municipalité actuelle. L'exonération de droit de terrasse en est une. On prolonge, mais jusqu'à quand, par exemple? Moi, à mon avis, l'exonération de droit de terrasse, il doit être prolongé jusqu'à la fin de l'année. Pas plus. Pour le moment, on verra l'année prochaine comment les choses se passent. Vous savez, on n'est toujours pas à l'abri
d'une reprise de la crise, il faut que nous soyons très prudents sur ce qui va se passer. Ensuite, pour les commerçants, les cafetiers qui bordent les places, quand on peut, quand nous le pouvons, parce que nous devons tenir compte des règles de sécurité et des règles de bon voisinage aussi, eh bien, s'il y a parfois possibilité d'étendre un peu les terrasses, pourquoi ne pas le faire? Et puis, il y a une politique à laquelle je tiens. Le gouvernement a mis en place une politique d'exonération foncière qu'il finance à 50% si la collectivité, en l'occurrence Saint-Malo Agglomération, prend la décision d'exonérer de taxes foncières les entreprises et les commerçants. Eh bien, moi, je consulterai les maires de Saint-Malo Agglomération. Nous prendrons cette décision collégialement, mais je suis favorable à cette exonération. Un plan Marshall pour le commerce? Un plan Marshall pour le commerce, pour le tourisme, pour les artisans, avec des fonds d'urgence pour ceux aussi qui ont monté leur commerce, leur artisanat au mois de janvier et qui n'ont à ce jour eu aucune aide ou très peu, ainsi que pour les jeunes pousses. Un fonds de soutien aussi à l'économie sociale et solidaire et un fonds de soutien aux hôtels et en particulier à l'hôtellerie indépendante. Nous mettrons en place des prêts d'honneur à travers la plateforme d'initiative ainsi que l'assurance par rapport à l'ensemble des acteurs que les commandes publiques seront honorées. Et puis les experts comptables vont avoir un rôle majeur et ils doivent devenir effectivement tiers de confiance entre l'ensemble des acteurs économiques et puis les tribunaux de commerce. Donc c'est un vaste plan, effectivement, Marshall, à la fois de soutien, mais très concret. Et je reviens sur l'Agence de développement et d'innovation qui doit devenir le guichet unique facilitateur pour l'ensemble des acteurs. Les commerçants qui auront besoin de voir des touristes venir à Saint-Malo. On a beaucoup dit Saint-Malo, c'est un peu le symbole de l'hyper-tourisme. Vous prenez tous les deux un tourisme raisonné. Est-ce que ce projet est encore aujourd'hui adéquat? Est-ce qu'il n'est pas un peu décalé par rapport à l'urgence économique? Voilà, l'année dernière, il y a eu 1 million de visiteurs à Saint-Malo l'été dernier. Est-ce qu'il faut tendre vers cet objectif-là encore et faire venir le maximum de gens aujourd'hui à Saint-Malo, de touristes à Saint-Malo? Moi, je ne sais pas s'il faut tendre vers cet objectif. Ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'un tourisme de qualité et d'un tourisme qui fonctionne toute l'année. Vous voyez, par exemple, le Palais du Grand Large a été rénové ces derniers mois par la municipalité. Ce Palais du Grand Large, à la suite du confinement, il connaît des difficultés puisque les congrès ont connu une forte baisse en matière de tourisme d'affaires. Eh bien, nous devons aussi encourager ce type de tourisme qui est présent pendant la semaine, qui est là toute l'année et qui est fort consommateur dans la commune où a lieu le congrès. Et puis, nous devons promouvoir la marque Saint-Malo à l'extérieur de Saint-Malo pour faire venir donc, encore les touristes. Très ambitieux quant à la fréquentation à Saint-Malo. Bien sûr. Anne Le Gagne, oui, beaucoup de touristes encore à Saint-Malo doivent venir. 30% de l'économie locale, c'est le tourisme. Bien évidemment, comme vous l'avez d'ailleurs très justement dit dans votre présentation, Saint-Malo ne doit pas se transformer en Venise. C'est l'expression de Gilles Lurton. On voit venir la Venise bretonne. Quand on voit que l'UNESCO a même demandé à Venise de mettre en place des taxes pour limiter l'entrée des touristes, non, Saint-Malo doit offrir désormais un tourisme équitable, un tourisme durable et un tourisme vert. C'est-à-dire un tourisme vert basé sur l'éco-emploi, sur un environnement vraiment bien avec de la biodiversité, sur le social, sur le culturel. Les Malouins doivent être fiers effectivement demain d'accueillir les touristes avec l'authenticité et la beauté du site et pas dans une course acharnée au tourisme. Alors, ça passe effectivement par un label produit au pays de Saint-Malo qui met en avant la beauté du site et une communication que nous mettrons en place avec la SPL et avec l'agglomération dès que nous serons élus pour promouvoir la région qui est si belle. Alors, mais justement, Saint-Malo aujourd'hui, c'est 25% de logements en résidence secondaire. Saint-Malo, c'est un peu la capitale en France du court séjour, de la location saisonnière. Voilà, est-ce qu'il faut limiter ça aujourd'hui aussi ? Oui, ma réponse est oui. Je pense que oui. Je m'en suis très largement Pourquoi déjà. On fait une surtaxe d'habitation, on encadre. Je suis favorable, si vous voulez, dans notre programme. Nous avons prévu de limiter, par exemple, dans la zone la plus tendue, qui est l'enceinte de la vieille ville, les résidences les logements de courte durée, loués en courte durée, ce qu'on appelle les plateformes numériques, à un logement par foyer, pas plus. Donc ça vise les multipropriétaires qui sont nombreux à Saint-Malo. Multipropriétaires, ça vise les sociétés, les personnes qui sont constituées en société pour acquérir de nombreux logements et qui finissent par acquérir tout le parc de logements, si bien que les personnes qui veulent y habiter de façon permanente ne trouvent plus de logement. Donc nous avons cette volonté de limiter de cette façon-là et surtout de répertorier tous les logements loués de cette façon, de façon à ce qu'ils soient soumis aux mêmes taxes que toutes les autres locations hôtelières ou autres. Anne Le Gagne, vous avez proposé une surtaxe
d'habitation, en quelque sorte, sur les résidences secondaires. Je vais répondre en deux fois, parce que sur le Airbnb, c'est la mise en place d'une plateforme numérique pour savoir combien exactement il y a de logements en Airbnb. C'est la mise en place d'une surtaxe de taxe de séjour. Ça, c'est important. Et puis, comme certaines villes de 200 000 habitants ont pu le faire, les villes de moins de 200 000 habitants ne peuvent pas le faire, mais je demande aux députés de porter cette loi, c'est d'être en capacité d'avoir effectivement une loi de compensation, c'est-à-dire au-dessus de 3 logements détenus par le même propriétaire, on est obligé de remettre un logement sur de la location sur du long terme. Donc vous dites en gros aujourd'hui aussi aux touristes, vous allez venir à Saint-Malo, mais ce sera peut-être plus compliqué pour avoir de la location saisonnière. Je pense que c'est là on est dans une vision de tourisme durable et équitable et de tourisme social et équilibré. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut craindre pour la cité, c'est qu'elle soit un peu vidée de sa substance ou cannibalisée, que les jeunes partent en dehors de la ville parce qu'ils n'ont plus les moyens, on ne trouve plus de logement. Et sur la taxe d'habitation, puisque vous m'avez interrogé, oui, j'ai proposé d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et je pense que dans le cadre du Covid, ce qui s'est passé, il y a eu 15 000 Parisiens à venir sur Saint-Malo pendant la crise. Je ne leur jette pas la pierre, j'aurais sans doute fait la même chose pour avoir une maison, un petit coin de jardin. Mais dans ce cadre-là, ils ont profité aussi, ces gens-là ont profité de tout ton environnement, de l'eau, de l'électricité, des déchets. Quelque part, on a dû s'adapter. La ville, elle doit être très plastique. Elle a dû s'adapter à tout ça du jour au lendemain. Et ça me paraît normal qu'on puisse les taxer. Oui, rapidement. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire qu'on veut remettre des ménages à Saint-Malo et que tous les logements partent en location de ce type. Il faut du logement. On va en parler sur la politique du logement. Une dernière image pour finir sur le tourisme. C'est ce fameux projet des Nielles. Ce complexe hôtelier Thalasso sur le front de mer qui est prévu sur un ancien camping. Est-ce que ça, c'est encore aussi le symbole d'un tourisme que vous ne voulez plus voir aujourd'hui à Saint-Malo? Alors, vos adversaires, à vous deux, vous ont un peu critiqué lors du premier tour parce que vous êtes abstenus sur ce projet. Vous n'avez pas été peut-être clair. Alors, peut-être c'est le moment de clarifier. Est-ce que, oui ou non, il faut ce complexe hôtelier sur le front de mer? Alors ma position, pour ce qui me concerne, elle a toujours été claire sur ce dossier. Je l'ai dit, je le redis, je ne suis pas contre un projet économique de ce type à Saint-Malo. Saint-Malo est une ville qui se prête à la thalassothérapie et je n'ai pas d'opposition au projet économique. Par contre, je suis opposé à l'architecture du projet en front de mer. Je suis opposé à la construction de 21 chambres dans la falaise et au décaissement de la falaise pour réaliser ces 21 chambres. Donc vous demandez au groupe Prolic, le groupe Malouin, de revoir sa copie. Je demande au groupe Prolic d'améliorer sa copie. Voilà. Et sur mon vote, j'ai voté contre une fois et je me suis abstenu la deuxième fois. Et sur le fait d'attaquer le permis de construire, sur le fait d'attaquer le permis de construire, le permis de construire a été attaqué par des particuliers. Exactement. Et, le maire de Saint-Malo, aujourd'hui, il est déposé depuis le 11 mars. Les particuliers ont jusqu'au 24 juillet pour faire des recours. Le maire de Saint-Malo a jusqu'au 24 août pour procéder au retrait du permis s'il est démontré une illégalité dans les permis par les services de l'État, ce qui m'étonnerait puisque les services de l'État ont participé. Vous êtes prêt à retirer le permis de construire? C'est le nouveau projet. De la même façon, je respecterai parfaitement la loi. Moi, je me suis abstenue au mois de mai 2019 sur ce projet, mettant en avant la méthode, qui n'était une méthode où il n'y avait eu aucune écoute, aucune concertation avec les voisins. Je pense que ce projet, il paye effectivement le manque de concertation globale. On pourrait faire quoi à la place? Le manque de concertation globale, je vais aller jusqu'au bout. Je crois effectivement que sur ce projet, il peut y avoir une alternative pour sortir par le haut et avoir un projet à la place de la résidence tourisme, une maison par exemple des aidants. Une maison des aidants, c'est quoi? C'est une maison de répit et de repos pour des gens qui prennent soin soit de leur enfant, soit de leur conjoint. On n'est plus du tout dans le tourisme là. Non, mais l'intérêt, c'est que ça peut être travaillé en synergie parce que ces gens ont besoin de soins, de bien-être, de kiné et d'ergo. Il y a un projet qui a été porté à Lyon par Henri de Rohan-Chabot qui s'appelle la Maison des aidants et qui est en synergie avec... C'est un vrai modèle pour sortir par le haut sur ce sujet-là. Merci. La politique du logement, justement. On a parlé de l'urbanisation. C'est un grief qui est fait par de nombreux Malouins. On a beaucoup trop construit ces dernières années. La majorité sortant dit qu'on a dû rattraper un retard de 16 ans. 900 permis de construire délivrés en 2019. Question toute simple, en 2020, 2021, est-ce que ce nombre sera revu à la baisse? Gilles Lurton.
Écoutez, moi, je ne sais pas si ce nombre sera revu à la baisse. Ce que je sais, c'est que nous devons avoir une vision d'urbanisme de la ville sur l'ensemble de la ville. On ne doit plus voir immeuble par immeuble les constructions. Quand on construit un immeuble, on doit voir son impact sur tout son environnement. Je peux vous citer un exemple rapidement. J'ai vu des immeubles se construire en bordure de voies, sur des voies très étroites, sans penser qu'à un moment, on aurait pu faire passer une voie vélo à cet endroit ou améliorer la circulation des piétons. Et bien aujourd'hui, cet immeuble empêche toute réalisation. Je trouve qu'on n'a pas réfléchi les choses suffisamment globalement parce qu'on avait un chiffre d'augmenter à tout prix le nombre d'habitants de la commune. Pour moi, ça, ce n'est pas une fin en soi. Il faut essayer, effectivement, de faire revenir des jeunes ménages à Saint-Malo, mais par une construction de qualité, un urbanisme sans doute plus raisonné et un urbanisme adapté aux conséquences de la crise que nous venons de vivre. C'est-à-dire que pendant le confinement, vous avez des habitants de petits appartements avec parfois des enfants sans espace extérieur. Vous prenez plus d'espace naturel. Des jardins partagés ou des jardins pieds d'immeuble. Qui ont beaucoup souffert de cette situation. Donc vous attaquez un peu le foncier là quand même. Eh bien, j'attaque sur le foncier. Il y aura des arbitrages à faire. Anne Le Garrigue, 900 permis de construire en 2019, c'est un chiffre que vous ne voulez plus voir. Je pense que Jean Coudray a été une des victimes collatérales de cette bétonisation, en tous les cas qui est ressentie par les Malouins comme une bétonisation. Il faut une ville verte et compacte, parce qu'effectivement, il faut quand même accueillir des jeunes ménages, des jeunes familles, pour qu'ils puissent habiter sur place et pas obligatoirement prendre leur auto comme ils le font aujourd'hui. Là, on est dans une vision développement durable globale. C'est la mise en place d'un atelier d'urbanisme. Jean-François Revers, qui est architecte urbaniste, qui est sur ma liste, que je salue d'ailleurs, sera à mes côtés pour cela, pour assurer de la qualité architecturale. Ce sont les promoteurs immobiliers qui ont dessiné Saint-Malo ces dernières années. Donc là, vous voulez confier ça à un urbaniste. Moi, je vous laisse. Je vous laisse. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que pour vous, ce sont les promoteurs immobiliers qui nous avons manqué cruellement sur Saint-Malo d'une vision d'un atelier d'urbaniste et d'architecte pour être effectivement, pour assurer aux Malouins d'une beauté architecturale, parce qu'ils ont l'impression aujourd'hui que leur ville, elle perd son visage, elle perd son âme, et c'est regrettable. Sur cette proposition-là, j'ai vu un regard un peu dubitatif. Non, je n'ai pas un regard dubitatif. Moi, je dis que nous avons dit que les promoteurs immobiliers sont responsables. Je dis que nous avons une discussion à avoir avec l'ensemble des promoteurs immobiliers. On ne peut plus accepter que quand un terrain est à vendre, un promoteur se présente, propose un prix et le suivant en propose le double, mais construise 3 ou 4 fois plus haut. Tout ça, ça n'est plus acceptable. Et le rôle de la puissance publique, qu'est la collectivité, c'est aussi de tenter de réguler au mieux cela. Et pour ça, on doit discuter avec tout le monde, les promoteurs immobiliers. Vous voyez, je vous entendais dire dans le reportage qui a commencé cette émission, Saint-Malo, une ville un peu abîmée. Je ne trouve pas que Saint-Malo soit abîmée. Je ne suis pas d'accord avec ce mot. Saint-Malo, nous avons toujours un cadre de vie exceptionnel, mais nous avons à le travailler au quotidien avec tous ses atouts pour qu'il reste exceptionnel. L'enjeu, c'est effectivement que des quartiers entiers comme celui de Rocabé aujourd'hui ne perdent pas leur visage, que l'on arrête de raser des maisons, qu'on arrête de faire des pressions sur des personnes âgées pour qu'elles vendent leur maison. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il y a toute une réflexion à faire sur les parkings, sur des parkings en sous-sol, parce qu'il y a aussi de la marge à gagner sur de la terre, sur de la végétalisation en sous-sol, pour faire des parkings en souterrain. Je pense que ce que l'on ne fait pas aujourd'hui, on le paye demain. Et ça, c'est effectivement la responsabilité de l'élu, en particulier du maire. Cas concret, le projet du quartier de Roténeuf, 800 logements en prévision portés par le groupe Lamotte, sur un terrain un peu particulier, il y a beaucoup de zones humides autour. Voilà, vous dites il faut accueillir des familles, il faut accueillir des jeunes, il faut donc construire. Et il faut aussi construire pour éviter la spéculation immobilière, ce qui est rare et cher. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'êtes pas dans une impasse aujourd'hui à Saint-Malo ? Non, pas du tout. En fait, c'est encore le type même de projet qui a manqué, ce qui a manqué dans les dernières années à Saint-Malo, c'est de concertation. C'est la taille, c'est les 800 logements qui vous gênent ? Vous avez des zones humides. Aujourd'hui, tout le monde, moi je le vois au niveau national, tous les parlementaires se battent pour la préservation des zones humides. Vous avez des zones humides à cet endroit. On l'a bien vu pendant les périodes de pluie. C'est extrêmement humide. Et il faut savoir préserver ces zones qui sont nécessaires à la biodiversité. Si on ne sait pas faire cela, alors on perdra toutes les qualités que nous avons dans ces secteurs. Moi, je crains que ce dossier finisse très mal, là.
Roténeuf, c'est le gâchis absolu. Roténeuf, quand vous passez... Mais il faut tout revoir, là, on met tout à plat. Quand vous passez devant Roténeuf aujourd'hui, vous avez des dizaines d'arbres abattus le long de la route. Le terrain est totalement labouré. C'est d'une tristesse infinie. Donc effectivement, comme je l'ai dit pour le reste, on a manqué d'écoute, on a manqué de concertation. Et là, on est face à un gâchis terrible. Le projet de Roténeuf, il est à revoir de A à Z, ce que nous avons commencé à faire avec Jean-François Revers, pour proposer un projet alternatif qui permet de préserver les zones humides et la biodiversité, parce que sans biodiversité aujourd'hui, une cité, elle est fichue. À 3 200 € le mètre carré, environ le prix moyen d'un appartement à Saint-Malo, qui vient s'installer à Saint-Malo aujourd'hui ? C'est plutôt des retraités riches, non ? Écoutez, vous posez encore la... Comment on fait ? L'établissement foncier solidaire est un levier pour permettre à des jeunes d'avoir accès... Donc la mairie propriétaire du terrain. Oui, exactement. Et la personne achète les murs. L'office public foncier régional aussi est un moyen, et le droit de préemption est aussi un moyen pour une collectivité de faire baisser les terrains. Je vous disais tout à l'heure, un promoteur propose un prix pour un terrain. Un autre arrive, il en propose le double. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à arrêter. Pour arrêter ça, il y a aussi les sociétés d'économie mixte, comme l'ont fait Rennes, comme l'ont fait Vannes, et qui portent leurs fruits parce qu'elles font revenir en leur cœur de ville des jeunes ménages et des jeunes familles. Allez, nous continuons ce débat avec une autre thématique très présente durant cette campagne. On va en parler justement, c'est le prolongement de la politique du logement. Ce thème a pris un relief particulier durant la crise sanitaire. C'est un dossier qui mobilise depuis plusieurs semaines un collectif de riverains, notamment sur le port de commerce. C'est justement le dossier choisi par notre partenaire Ouest France pour vous poser une question. On écoute tout de suite Nicolas Carnec, le responsable de la locale de Saint-Malo. Bonjour Madame Le Gagne, bonjour Monsieur Lurton. La question de la qualité de l'air est revenue sur le devant de l'actualité ces derniers jours à Saint-Malo, après que 12 Malouins aient saisi la justice à propos de l'usine de la Timac qui se trouve sur le port juste derrière nous. Quelles sont les décisions que vous prendrez à ce sujet, en particulier sur la qualité de l'air, lorsque vous serez élu l'un ou l'autre ? Merci. Alors, je rappelle le contexte des riverains qui se plaignent depuis plusieurs mois de maux de gorge irritée, de maux de crâne, de difficultés à respirer. Nuisance. On est là dans une pollution de l'air caractéristique, avec des taux de pollution 6 à 12 fois plus importants que la norme. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Est-ce que le maire a des outils aujourd'hui pour remédier à ça ? Une intransigeance totale vis-à-vis de l'entreprise en question, et ils le savent. Nous ne pouvons pas jouer avec la santé des habitants de Saint-Malo. Pour moi, c'est quelque chose sujet qu'on a abordé à TVRN, donc on est bien rodé là. Quelque chose de très clair. Ensuite, la société en question, la Timac, il y a un jugement... Qui appartient au groupe Roulier, qui est un des principaux employeurs de Saint-Malo. Il y a un jugement en cours actuellement qui sera jugé le 2 juillet. Je ne veux surtout pas préjuger du résultat. Ce que je sais, c'est que 2 contrôles ont eu lieu en 2019 et ont montré des teneurs d'ammoniac anormales. Pour ça, la Timac a été condamnée. L'Adréal, qui est l'organisme qui contrôle ces Mais est-ce que vous avez, vous, des outils, ou est-ce que ça reste du domaine de la préfecture ? Ce que nous proposons, c'est la mise en place de capteurs. Si vous regardez les cheminées de la Timac en zone industrielle actuellement, elles ne fument plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a de très, très importants travaux qui ont été engagés par la société à la suite de ces contrôles et qui devraient éviter ce type de dégagement. Eh bien oui, et nous travaillerons avec la société Airbraise qui travaille déjà pour Saint-Malo Agglomération. Oui, nous mettrons plus de capteurs aux abords de ces usines demain, nous contrôlerons, et si des fois il devait se reproduire malgré tous les travaux qui sont en cours de réalisation des incidents du fait du type de ceux que nous avons connus, eh bien oui, nous serons extrêmement intransigeants et nous prendrons toutes les mesures à notre disposition pour les empêcher, en liaison avec les services de l'État. Intransigeance aussi, Anne Le Gagne. Et elle se traduit comment, cette intransigeance ? Je suis élue et je suis médecin. La santé environnementale, c'est non négociable. La qualité de l'air à Saint-Malo, elle n'est non négociable. Il faut effectivement assurer aux Malouins qui ont peur de la qualité de l'air aujourd'hui qu'elle est de bonne qualité. C'est la mise en place de 3 capteurs supplémentaires au niveau de Rocabé, en particulier pour les particules fines
et pour l'ammoniac, et être en capacité d'afficher au quotidien au niveau de la médiathèque la qualité de l'air et rassurer les Malouins. Il est bien évident. Si la TIMAC ne fait pas de progrès, il est bien évident que s'il n'y a pas de progrès de fait, je vous ai dit que la qualité de l'air et la santé, c'était non négociable. Le maire, aux côtés du sous-préfet, de la préfète et de la DREAL, devra prendre les décisions nécessaires pour faire cesser la production sur le port. Ça, il n'y a même pas de sujet pour moi. Juste pour clore ce chapitre sur le port de commerce, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir aussi la configuration du port de commerce, lui donner peut-être une autre utilité ? Non, je ne sais pas. C'est un port qui... Le port est important pour Saint-Malo. Le port de commerce est important pour Saint-Malo. Il a besoin de se développer si nous voulons maintenir l'activité économique de ce port. Mais vous avez raison, il y a tout des tas d'autres activités qui peuvent se développer autour de ce port. J'ai dans ma liste un jeune dirigeant de start-up. Eh bien, il me dit tous les jours, moi, mon souhait, c'est de pouvoir installer mon entreprise au bord des bassins, dans des bâtiments vitrés, et rendre ce port attractif. Pour ça oui, il y a les friches portuaires qui font 1 ou 2 hectares et qui sont vraiment une vraie opportunité. Il faut reconquérir ce port. Ce port, c'est le cœur du centre, c'est le cœur de ville. Il faut l'ouvrir aux Malouins pour qu'ils puissent déambuler, avoir des halles gourmandes, des moments de convivialité. C'est le premier port de pêche pour l'araignée. Il faut imaginer une fête de l'araignée et de la coquille Saint-Jacques. C'est le premier port de pêche de passagers et on sera très impacté par le Brexit et le fait qu'il y ait une quatorzaine encore avec les Anglais. C'est un port qui doit devenir un port comme il l'a toujours été dans notre histoire, un port de marins, un port de pêcheurs, un port innovant avec un pôle hydrogène. Et j'en terminerai là-dessus, un port effectivement qui accueille du commerce, des artisans et des entrepreneurs. Vous avez pris un peu d'avance. D'accord, oui, très tout bien, à fait. merci. Il y a aussi un problème de pollution sur le port qu'il faut qu'on soigne particulièrement. On a parlé d'une entreprise, mais on peut parler aussi du port. Et je sais que la société qui est actuellement là, qui a depuis quelques mois la concession du port, a l'intention de transformer les trémies qui sont actuellement sur les quais et qui laissent échapper sur la ville tout un tas de poussières qui sont aussi à l'origine des maux de gorge que connaissent les Malouins, d'installer très rapidement des trémies aspirantes. C'est l'engagement de cette société. Eh bien, notre rôle d'élu demain, ça sera aussi de suivre que cet engagement est bien respecté. Ça me paraît particulièrement important d'avoir un port qu'il soit agréable à visiter aussi par les touristes. Allez, on continue. C'est un enjeu fondamental de la cité continue pour que ça devienne vraiment une cité de la mer. On continue avec une petite séquence pour ou contre. On ne peut pas brosser tout l'ensemble de vos programmes, de vos projets, mais on va essayer avec un espèce de petit QCM. Je vous demande une réponse concise, précise. Anne Le Gagne, pour ou contre un nouveau transport en commun en site propre, proposition de Gilles Lurton. Moi, je suis pour l'utilisation de l'hydrogène pour les bus. Je suis pour l'utilisation de bateaux-bus pour traverser la Rance. Et je suis pour la réalisation de parkings relais en entrée de ville. Donc pas forcément un bus en site propre ou un tramway. Pour limiter l'entrée des voitures et l'entrée des poids lourds. Donc pas forcément un nouvel équipement. Pas forcément un nouvel équipement, mais muter l'équipement avec l'hydrogène qui est quand même, et la ville de Berlin vient de nous le montrer, l'avenir en termes d'énergie. Gilles Lurton, pour ou contre la gratuité des transports en commun le week-end, proposition d'Anne Le Gagne. Alors, nous avons une volonté d'essayer de rendre les transports en commun gratuits pour les jeunes de moins de 18 ans. Nous pensons aussi aux personnes âgées à faibles ressources qui actuellement... Mais gratuité des transports pour tout le monde le week-end, non ? J'ai pas réfléchi de cette façon-là. Je réfléchis en matière de jeunesse, de personnes âgées à faibles ressources. Le problème, c'est que la gratuité du transport, c'est Saint-Malo Agglomération qui en décide. Les transports sont une compétence de Saint-Malo. Je pense que le maire de Saint-Malo aura son mot à dire. Le maire de Saint-Malo aura son mot à dire. Il faut après trouver les moyens financiers pour le faire. Or, nous allons avoir à gérer une crise post-Covid. Et nous savons que nous avons des dépenses à engager pour faire redémarrer l'économie demain. Je vous en parlais au début de ce débat. Pour moi, c'est aujourd'hui la priorité. Mais ça fait partie aussi de nos projets et nous n'y renonçons pas. 80% du ticket est déjà aujourd'hui payé par l'agglomération. Anne Le Gagne, pour ou contre le maintien du projet d'un musée de l'histoire maritime ? Moi, je ne me suis jamais opposée au maintien de ce projet-là. C'est un projet... Est-ce qu'on aura les moyens ? La ville a besoin d'un vaisseau amiral culturel au regard de son histoire et de son patrimoine. Donc oui, un musée d'histoire maritime. Les appels d'offres ont été infructueux parce que dépasser le plafond. 30 millions d'euros, 30 millions d'euros, effectivement. Donc ce sera beaucoup plus modeste comme projet ? Non, c'est pas le sujet. C'est qu'il faut remettre à plat,
faire effectivement un point pour savoir combien exactement ce projet va coûter et la temporalité de ce projet-là. Moi, je ne pense pas qu'effectivement, il pourra ouvrir comme il était prévu d'ouvrir, surtout en post-Covid. Et puis, le fonctionnement de ce musée est à réinterroger, ça c'est certain. Aujourd'hui, nous naviguons dans la nuit. Alors, Gilles Lurton, dernière proposition pour ou contre, une école de production pour lutter contre le décrochage scolaire, proposition d'Anne Le Gagne. Eh bien, écoutez, j'y suis favorable. J'y suis tout à fait favorable. Merci, je pense qu'il faut développer l'enseignement supérieur à Saint-Malo. Nous y avons travaillé. C'est pas que l'enseignement supérieur, c'est tous les types de formations. Nous avons un campus universitaire de très grande qualité. Nous y avons développé un campus connecté et ces derniers mois qui permet à un étudiant qui veut faire des études à Bordeaux de les suivre de Saint-Malo. Eh bien, une école de production, je ne suis pas opposé du tout, bien entendu. Tout ce qui peut favoriser la lutte contre le décrochage scolaire, tout ce qui peut favoriser l'insertion des jeunes en difficulté, j'y serais favorable. C'est vraiment un très beau projet. Et en post-Covid, quand on voit le nombre de jeunes en décrochage, oui, c'est apprendre à faire en même temps qu'eux. Donc c'est vraiment un très beau projet. On a pris du retard. J'ai échangé avec Jean-Arthur. On a compris que vous teniez sur ce sujet-là. C'est un sujet auquel je tiens beaucoup, comme sur l'enseignement supérieur. Alors, on arrive à la dernière partie de ce débat, l'occasion de nous arrêter un peu plus sur votre personnalité, parce que les Malouins vont voter pour des programmes, pour des idées, des projets, mais aussi pour un homme ou pour une femme. Alors, on va tout de suite regarder le dessin préparé par Loïc Schwartz, dessin préparé à chaque débat. Alors, on vous voit là, donc avec en fait une évocation de vos parcours professionnels. Gilles Lurton, vous baignez dans la politique depuis 25 ans, hein. Vous avez été attaché 30 ans. Vous avez été attaché parlementaire, adjoint au maire, conseiller départemental, et maintenant vous êtes député. Anne Le Gagne, vous êtes conseillère départementale, conseillère municipale sortante, mais je fais beaucoup moins mal et je fais beaucoup moins peur. Hein. C'est une caricature. C'est une caricature, mais je me promène pas avec une seringue à la main. Élu expérimenté ou médecin, je vous pose cette question, lequel de ces deux parcours professionnels est un plus pour être maire de Saint-Malo? Gilles Lurton. Moi, je suis convaincu que l'expérience que j'ai acquise à Saint-Malo, le travail que j'ai pu faire aux côtés d'un maire précédent, René Coineau, dont je suis très, très fier et auprès de lequel j'ai beaucoup appris, va encore plus m'aider dans les années à venir. Et puis, mon expérience à l'Assemblée nationale aussi. Vous savez, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, on me critiquait beaucoup. On me dit, va pas savoir défendre les dossiers. Je suis un des députés qui a le plus défendu de dossiers pendant ces dernières années. Et l'expérience que j'y ai acquise, les relations que j'ai pu y acquérir me serviront demain dans ce travail que j'aurai à faire à Saint-Malo, dont je mesure toute la difficulté. Anne Le Gagne, être médecin aujourd'hui, c'est plus utile qu'être conseillère départementale? Non, les deux sont très intéressants et extrêmement complémentaires. Comme médecin, on écoute, on diagnostique, on prend des décisions. Et je pense que je sais le faire. J'ai aussi eu des responsabilités de chef de service, de chef de pôle. J'ai managé les 250 médecins de l'hôpital et l'ensemble des projets du territoire. Je préside la commission spécialisée de l'offre de soins pour la région Bretagne. Donc en capacité à manager et à prendre des décisions, je pense que j'ai les qualités pour être maire. Et en post-Covid, aujourd'hui, je reste persuadée qu'en dans la gestion des risques et l'anticipation et la capacité à prévenir les choses, les qualités de médecin sont essentielles. Alors, je voudrais percer un mystère pour terminer cette émission. Vous avez commencé cette campagne ensemble, cette campagne municipale ensemble, puisque vous avez formé un ticket. Au bout de 3 semaines, vous êtes parti, Anne Le Gagne. Gilles Lurton, 4 mois. Bon, il y a eu de la préparation. Est-ce que vous comprenez la décision d'Anne Le Gagne? Vous comprenez ses griefs qu'elle a exprimé dans la presse il y a quelques jours? Elle a pris cette décision, je la respecte. Elle m'a reproché de ne pas avoir les mêmes conservateur, pas assez d'esprit d'équipe, trop clientéliste. Trop conservateur, écoutez, moi je suis désolé, mais Anne Le Gagne siège au groupe de l'Union de la droite et du centre au conseil départemental. Elle siège dans mon groupe au conseil municipal de Saint-Malo. Et tu te présentes sous divers conseiller départemental et membre du Parti républicain, sauf s'il ne l'est plus, mais je n'ai pas entendu le dire. Donc tout ça, je veux bien qu'on me reproche toutes les mots de la terre. Je suis tout à fait à l'aise sur ce sujet. Ma liste vient de tout horizon, pas forcément politique, la réponse d'Anne Le Gagne. Oui, mais écoutez, ça peut déstabiliser les électeurs. Oui, Anne Le Gagne fait une partie du chemin au début avec Gilles Lurton et part, et claque la porte. Écoutez, je pense que dans la vie, effectivement, il faut parfois aller au bout des choses et tenter des choses pour se rendre compte qu'elles ne sont pas votre aventure.
Nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas le même regard, nous n'avons pas le même regard sur le monde, ni sur la ville, ni sur la vie. Donc effectivement, c'est un acte de courage que j'ai posé pour que effectivement je sois en parfaite cohésion avec mes valeurs et avec ce que je pense. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est un moment de vérité et c'est un moment effectivement où on reconnaît aussi les gens de valeur. Allez, on termine avec une dernière séquence. Il nous reste 2 minutes. Je vous ai demandé de choisir le portrait ou la photo d'une personnalité que vous souhaiteriez accrocher en mairie aux côtés de la du traditionnel portrait du chef de l'État. On commence avec vous, Gilles Lurton. Vous nous avez dit je souhaiterais que tous les maires précédents de Saint-Malo soient... Alors, c'est mal compris. Je n'ai pas répondu ça. J'ai répondu que le président de la République était une institution. Mais là, c'est une option qu'on vous offre. Profitez-en. Oui, alors, qu'est-ce que vous mettez aux côtés ? Je ne mets personne à côté du président de la République, sauf un symbole de la République comme la Marianne, par exemple, une statue de la Marianne en dessous de son portrait. Ça, c'est possible. Par contre, j'ai remarqué qu'à la mairie de Saint-Malo, je pensais que c'était Claude Renou qui était mis... Comme dans les ministères, comme dans beaucoup d'autres mairies, les portraits des maires ne sont pas accrochés à un endroit, et je trouve que ça serait un hommage à rendre à l'ensemble des maires. Pas tout à fait tort. Au conseil départemental, dans l'escalier d'honneur, ce sont tous les anciens. Anne Le Gagne, vous avez choisi Simone Veil. Moi, j'ai choisi Simone Veil parce que pour moi, c'est une grande dame. Elle représente la liberté, elle représente la résilience, elle représente l'âme française, à la fois comme femme, comme médecin et comme élue engagée. Pour moi, elle a montré la voie, elle a montré le chemin. Première femme secrétaire générale de la magistrature, première femme ministre d'État, première femme présidente du Parlement beaucoup européen. Candidats ont choisi cette personnalité. C'est effectivement aujourd'hui, lorsqu'on parle de résilience, la personne qui présente l'âme et la dignité de la France. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Pour ceux qui voudraient revoir cette confrontation et qui auraient loupé le début de l'émission, il y a notre replay à votre disposition sur notre site bretagne.france3.fr. Demain, nous quitterons la Côte d'Émeraude, direction le Finistère. Nathalie Rossignol prendra le relais à 18h pour 2 débats consacrés à Concarneau et à Douarnenez. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, l'édition régionale et nous, on se retrouve jeudi pour le débat consacré à Saint-Brieuc.